Troisième et dernière partie de notre émission consacrée au décryptage de l'accord de paix signé ce 27 juin entre la RDC et le Rwanda. Mes deux invités sont restés avec moi pour poursuivre ce décryptage. Moi, je propose qu'on avance. Dans ce débat, on a vu la différence d'appréciation et de lecture de la situation qu'il y a entre vous. Maître Gisagara maintient et persiste et signe. Il n'y a jamais eu d'invasion militaire de la part du Rwanda en RDC. Il ne nie pas qu'il n'y a pas d'action militaire, en tout cas, il n'y a pas d'action défensive. Vous avez demandé à ce qu'ils disent comment s'articule cette action défensive. Bon, il n'est pas expert militaire, répond-il, on va avancer. Je propose qu'on avance. Comment on fait maintenant? Parce que le but, c'est la paix. Il y a un premier constat. Le premier constat, c'est que les rapports de forces militaires ne sont pas en faveur de la RDC. C'est le moins qu'on puisse dire. Qu'est-ce que le président Félix Tshisekedi, qui, ce 27 juin, a qualifié cet accord de historique, aurait dû faire? Mais avant, je vous pose à vous la question, Maître Gisagara, dans quelle mesure cet accord signé ce 27 juin apaise vos inquiétudes, celles que vous aviez par rapport à la RDC, où vous voyiez des risques de déstabilisation possibles? Oui. Alors, moi, je pense que cet accord de paix est tout à fait complet. Et en tout cas, si jamais il est mis en œuvre, oui, pour moi, il pourra apporter une paix durable dans la région. Je vous explique. Oui. Comme je l'ai dit, je continue à le dire, à l'origine de cette difficulté, je ne vais pas aborder la question du M23 parce que pour moi, c'est un problème congolo-congolais. Mais entre le Rwanda et la RDC, l'origine de ces difficultés, l'origine du conflit qu'il y a, c'est la présence des FDLR. Or, la présence des FDLR est un élément principal de cet accord de paix. Dans l'accord de paix, il est indiqué, notamment le fameux ECONOPS, qui donne le calendrier détaillé de comment on va neutraliser, d'abord identifier et neutraliser les FDLR. Pour ma part, si les FDLR sont neutralisés, il y aura la paix. La paix va revenir dans cette région. Et en plus, il y a le volet économique qui a été proposé. Mais pourquoi devait-il avoir un volet économique? Les trois parties se sont mis d'accord sur ce volet. Et comme je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui a été inventé seulement dans cette région. Ça existait partout. Ça a apporté la paix en Europe. Pourquoi ça ne pourrait pas apporter la paix dans cette région? Vous savez, aujourd'hui, nous savons tous que les minerais du Congo sont exploités, se profitent beaucoup plus aux Belges et en tout cas pas aux Congolais. Et donc, si ça pouvait profiter aux Congolais et par la même occasion profiter à toute la région, y compris le Rwanda, pourquoi ça serait un problème si ça peut apporter la paix? Pourquoi ça pose un problème, cette intégration régionale? C'est quelque chose, c'est une solution d'apporter la paix et qui a été imaginé et qui n'a pas, une fois de plus, qui n'a pas été inventé seulement dans cette partie du globe. Ça a aussi existé en Europe. Mais je ne sais pas si on va revenir, parce que je voulais quand même répondre à ce que M. Mbeko a dit. En fait, M. Mbeko, moi j'ai suivi plusieurs de vos interventions. En fait, la technique que vous utilisez, moi, ça ne va pas marcher avec moi, parce que la technique que vous utilisez... Non, c'est... Ça a la différence. Vous êtes avocat. Vous dites scientifique. Vous dites scientifique. En fait, la difficulté avec vous, M. Mbeko, vous pouvez prendre des textes à gauche et à droite, des textes à thèse qui vont dans votre sens. Mais en fait, le problème que vous avez, je vais vous le dire, c'est parce que, en fait, vous, tout ce que vous faites dans votre travail, vous voulez en fait attaiser, supporter ou développer une théorie qui rapporte toujours à quelque chose qu'on a déjà vu dans ce monde. En fait, vous remplacez le mot Rwanda ou le mot rwandais, parce que c'est pour dire Tutsi ou Amit ou autre. En fait, vous le remplacez. Ce texte, on peut le retrouver exactement ce qui se disait dans les années 30 par rapport aux Juifs. En fait, s'il y aurait un peuple qui est là pour envahir d'autres peuples, qui infiltre... Nous risquons de nous éloigner. Il est très critique vis-à-vis de son pays aussi. Je suis très critique. Il n'y a pas de critique à l'égard de la RDC. C'est vrai. Mais maintenant, excuse-moi, maître. À chaque fois que vous parlez, excusez-moi. L'idée derrière, c'est des Rwandais... Je vais éviter un peu de digression parce que vous avez posé une question essentielle. Vous avez dit pourquoi l'accord économique. Je vais vous dire pourquoi.
et je veux revenir sur la question de FDLR. Cette fois, je ne veux pas citer les rapports des Nations Unies. Je vais citer un autre enquêteur. Alors, allons-y. Justement, parler des rapports des Nations Unies. Excusez-moi. On ne va pas continuer comme ça. Ça, c'est mon défaut. Est-ce que vous savez... Laissez-moi parler, s'il vous plaît, maître. Laissez-moi, maître, s'il vous plaît. Maître, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Une seule question, et puis après, je vous laisse développer votre théorie. Une seule question. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les Nations Unies ont pris une résolution aussi appelant à la fête des FDLR? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord aussi que un des objectifs principaux de la MONUSCO à son origine, c'était de neutraliser les FDLR? Ok, d'accord. Je vais continuer, maître. Mais ça, vous ne le dites pas. Non, je veux juste vous dire une chose. Parce qu'il a posé une question importante sur l'intégration économique et vous nous avez emmenés dans des histoires de l'Europe qui ne tiennent pas la route. Mais je vous répondrai en vous citant un expert de l'ONU. Sous prétexte de lutter contre les FDLR, le Rwandais Paul Kagame procède à un pillage organisé du Kivu. Une grande partie de l'économie de son pays en dépend. La cassitérite, le coltan, même le café ou le thé, tout ça traverse la frontière et reçoit l'estampille Made in Rwanda. De l'instabilité du Congo dépend la stabilité de la sous-région. On en vient à se demander si elle n'est pas sciemment entretenue. Non, mais on va débattre. Est-ce que c'est en train de nous lire un rapport? Soyez calme, soyez calme. Maître, soyez calme, s'il vous plaît. Maintenant, là, je vous dis, vous voyez le lien que j'établis entre l'FDLR et la question économique. Maintenant, l'année dernière, son président, le président Kagame, qu'est-ce qu'il a dit quand on lui a posé la question? On a reproché au Rwanda de piller les ressources de son pays. Kagame a dit ceci. Je peux vous citer votre président maintenant. On laisse de côté les Nations Unies. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons-y. Ça, c'est le président Kagame. À ceux qui nous accusent de voler le coltan, l'or, etc., je leur ai demandé, êtes-vous sur la liste de ceux qui volent les minerais du Congo? Parce que toutes ces choses finissent chez vous. Nous ne sommes qu'une voie de transit et on nous accuse de voler les minerais du Congo. Qu'en est-il de la destination finale des minerais? Pourquoi n'en parle-t-on pas? Implicitement, le président Kagame reconnaît que les minerais du Congo passent par le Rwanda. Oui. Et d'ailleurs... Du simple point de vue logistique. Non, le Rwanda est devenu le premier exportateur des minerais qui n'existent pratiquement pas dans son sous-sol. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, quand Maître parle de la menace sécuritaire, je dois rappeler à Maître que, vous savez, pendant la première guerre du Congo, de 1996 à 1997, l'armée rwandaise avait piloté les opérations. C'est l'armée rwandaise qui a occupé l'est du Congo de 1996 à 1998 lorsque Laurent Désiré Kabila lui a demandé de partir. De 1998 à 2003, vous étiez à l'est du Congo, vous avez occupé l'est du Congo. Vous n'avez jamais détrôné les FDLR. L'armée rwandaise. Vous parlez de l'armée rwandaise. Non, pas vous. À cette époque. Et puis, aujourd'hui encore, le M23 occupe le nord, une partie du nord et du sud Kivu. Où se trouveraient ces FDLR? Donc, on attend de vous que vous puissiez les neutraliser. Et chose étrange, vous ne les neutralisez pas. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, je pense qu'il y a eu de côté du gouvernement congolais une erreur d'appréciation grave qui exploite justement le gouvernement rwandais. Et je ne pense pas que ces accords de paix vont véritablement ramener la paix, puisque les questions de fond n'ont pas été abordées. Les FDLR n'ont jamais menacé la sécurité du Rwanda. Je l'ai prouvé en vous donnant un rapport des Nations Unies. Et je m'arrête là parce que s'il continue... Monsieur Beko, avant que vous ne... Maître Gisagara. Pour vous, les Nations Unies ne considèrent pas les FDLR comme une masse pour le Rwanda, alors qu'il y a une résolution. Les Nations Unies demandent de maîtriser la question des FDLR parce que c'est un prétexte pour vous. D'ailleurs, le gouvernement congolais... Non, excusez-moi, Richard. Si aujourd'hui le gouvernement congolais a accepté de régler la question des FDLR, en fait, c'est pour vider l'argument utilisé par le Rwanda pour déstabiliser le Congo. Seulement, le gouvernement congolais ne comprend pas une chose. Les FDLR n'existent que dans l'imaginaire du Rwanda qui veut déstabiliser le Congo. Bon, moi je ne sais pas. Les accords de paix n'abordent pas. Moi je ne sais pas. Mais monsieur Beko, c'est impossible de discuter sur quoi de cette base-là. Si vous considérez que le FDLR, qui sont l'objectif principal, un des objectifs principaux de la MONUSCO. La MONUSCO était supposée normalement à l'époque. Ils étaient supposés... Oui, il y a peut-être des lacunes au niveau documentaire. La MONUSCO, c'est la force... Ce n'est pas... La MONUSCO est différente de la MONUC, puisque le mandat avait changé. Et la MONUSCO n'est pas là pour combattre les FDLR. C'est une mission de stabilisation. Non, c'est une mission de stabilisation. Monsieur Beko, s'il vous plaît, il faut aussi, pour que le tableau soit complet, éviter aussi d'ajouter des pages à l'histoire ou d'en retrancher. Sur le plan du simple point de vue logistique, il est clair, on est d'accord, que c'est plus profitable, rentable
pour tout le monde, y compris ceux qui, en RDC, les Congolais qui en RDC vendent des minerais, de passer par le Rwanda, plutôt que de passer par Kinshasa. Quand vous avez extrait les minerais dans le Kivu, c'est plus rentable de passer par le Rwanda. Donc peut-être que ce que dit le président rwandais là signifie, oui, ça transite par mon territoire. Non. Mais peut-être que je suis obligé de vous arrêter. Ah, mais il faut vous que vous corriger. Vous m'avez posé une question. Oui. Attendez, maître. Vous savez comment s'intitule le rapport des Nations Unies sur les minerais du Congo? Non, dites-nous. Rapport du groupe d'experts sur le pillage des ressources naturelles de la RDC. Et dans ce pillage, il y a des réseaux d'élite, tant du côté de la RDC que du côté du Rwanda et de l'Ouganda. Et si c'était seulement une affaire de logistique, les Nations Unies ne seraient pas là à nous parler de pillage ou de contrebande. Le titre d'un rapport titré libellé comme ça, ça prête à caution quand même. Non, ça ne prête pas parce que les experts des Nations Unies, la première équipe avait fait un lien entre la persistance du conflit et l'exploitation illicite de ressources naturelles. Et c'est pour ça qu'on parle de cette histoire de cogestion, d'ouverture régionale sur le plan économique, parce que le Rwanda vit de ressources naturelles du Congo. Et sans ça... C'est exagéré de dire ça. Non, ce n'est pas exagéré. Vous devez reprocher au Conseil de sécurité, à leurs experts. Moi, je ne me fais que dire ce qu'ils disent, ce que nous disent les différents rapports, y compris des rapports internes de la Banque mondiale. Bien entendu, Maître nous parle de ses propres idées, des idées du gouvernement rwandais. Jusqu'ici, je ne vous ai pas donné vraiment mon opinion. Je vous donne des éléments qui sont attestés et qui sont vérifiables. Vous vous contentez juste de prendre des extraits. Mais vous vous dites scientifique. Et est-ce que vous ignorez qu'il est beaucoup plus facile de passer par le Rwanda, d'aller à Kigali, que d'aller à Kinshasa? Je suis d'accord avec vous. Mais alors, pourquoi ça vous étonne alors que les minerais puissent passer par le Rwanda? Parce qu'il y a une différence. Non, ça ne m'étonne pas. Écoutez-moi, Maître, écoutez-moi très bien. Il y a une différence entre des minerais qui sortent de manière claire, légale de la frontière pour traverser. Mais il n'y a jamais... Vous m'avez posé la question. Vous m'avez posé une question. Ça a toujours été des trafics. Laissez-moi finir. Oui, allez-y, dites-moi. Quand ça sort de manière légale, dans la paix, c'est normal. Mais dans le rapport des Nations Unies, on fait le lien entre la guerre et l'exploitation illicite. Autrement dit, aujourd'hui, par exemple, le 1,23 pille, selon les Nations Unies, et ça se retrouve au Rwanda, qui exporte avec le cachet Made in Rwanda. C'est ce que disent les experts des Nations Unies. Et là, les accords de Camp David qui exigent la traçabilité des minerais... On n'en est pas encore là. Ça sera justement le dernier volet. Pourquoi on parle de traçabilité? Pourquoi parle-t-on de traçabilité? Mais pourquoi la traçabilité? C'est justement ça que je comprends pas. C'est pour éviter que ceux que le Rwanda vole se retrouvent de manière illicite dans les pays occidentaux et suscitent des réactions, des actions judiciaires. Les Américains, aujourd'hui, ne veulent pas, leurs entreprises ne veulent pas avoir à transacter sur des minerais qui sont estampillés problématiques et qui proviennent du Congo et qui sortent par le Rwanda. C'est pour ça qu'on parle de la traçabilité. On parle de minerais de sang. Vous savez pourquoi on parle de minerais de sang? Vous me parlez, messieurs. Est-ce que vous ignorez qu'il y a des sociétés qui exploitent des mines au Rwanda qui sont des sociétés américaines? Et d'ailleurs, Massa Boulos, quand il est allé au Rwanda, il est allé les visiter. Il est allé visiter ces sociétés américaines. Que produisent les mines du Rwanda? Mais lisez les rapports de votre propre pays. Mais lisez les rapports de votre propre pays sur la production minière. Vous venez d'affirmer sur ce plateau que les sociétés américaines refusent. Donc, non. Je dis par rapport à l'accord qui va être cité. On va essayer. Par rapport à l'accord qui va être signé sur le plan économique, les entreprises américaines veulent un cadre légal et structuré. C'est la raison pour laquelle... C'est la raison pour laquelle on a signé le premier volet de l'accord, qui est politique, mais dans le soubassement économique. Le président américain l'a dit. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt, vous pouvez lire de manière littérale ou littéraire un document, mais un document diplomatique demande un peu plus de subtilité. Ce document-là a été rédigé dans l'occurrence, avec Donald Trump, il n'y a pas beaucoup de subtilité. Au texte que nous disent. Mais vous avez été incapable de me dire comment s'articule votre politique défensive. Parce que je ne suis pas militaire. Est-ce que vous voulez être vous? Je ne le suis pas, mais je comprends parce que c'est un document diplomatique. Je vous dis des mesures défensives qui sont là pour contrer la bonne nouvelle, c'est qu'au moment où nous sommes en train de faire cette émission, cet accord signé ce 27 juin est présenté comme étant l'accord qui va ramener la paix en RDC. On peut être d'accord sur ça ou pas? Pas du tout, parce que le Rwanda ne va pas... De toute façon, le Rwanda, même si cet accord fait la part belle... Ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits parce que l'accord fait la part belle au Rwanda, au détriment du Congo. Maintenant, est-ce que le Rwanda
aimerait ce type d'accord ou continuer à entretenir le chaos à l'est de la RDC? Puisque le Rwanda a vu du chaos à l'est de la RDC. Le représentant rwandais qui était à Washington et qui a signé cet accord est très optimiste, est très satisfait. Bon, moi, je vous rappelle les propos du président Kagame hier. Il nous a expliqué que rien ne garantit que l'accord sera respecté. Oui, ne parlant pas de lui, il ne parlait pas de lui quand il disait ça. De qui? Il parlait de l'autre côté. De quel côté? Il parlait de vous. De quel côté? Il parlait de vous. C'est lui, il a dit que lui ne le respectera pas. Moi, j'ai étudié les stratégies du FPR depuis 1994. Oui. Le Rwanda de Kagame n'a jamais respecté aucun accord. Je rappelle qu'au Rwanda, pendant les négociations de paix, ils ont signé 4 accords de paix à Arusha. Ouais. Mais le président Kagame a fait assassiner le président Habyarimana. Vous voyez, en fait, c'est le Rwanda. Vous êtes au Congo, nous avons signé un accord de paix avec le Rwanda en 2003. Est-ce que vous savez? Savez-vous qu'on a signé un accord de paix avec le Rwanda en 2002-2003, l'accord de Sun City qui impliquait aussi le Rwanda? Exactement. C'est pour ça que le président Kagame s'interroge sur la volonté, la réelle volonté des Congolais de pouvoir... Oui, mais attendez, on va espérer... Vous allez dire que je cite l'ONU. Là, je vais aller une ONG américaine. Non, vous ne citez même pas l'ONU, en fait. Voilà ce qu'ils disent. Non, vous ne citez pas l'ONU. Au sein des FARDC. Vous prenez des extraits, quelque part dans les annexes. Au sein des FARDC, le CNDP, mouvement rebelle soi-disant congolais, mais dirigé par des Rwandais, a obtenu la majorité des postes de commandement ainsi que des lignes de front lors des déploiements dans le cadre des opérations militaires contre les FDLR. Écoutez ça. Ces opérations ont permis au CNDP de tripler la taille du territoire sous leur contrôle, comprenant des zones minières lucratives dans les territoires de Massissi, Walikale, Kaele, Mwenga. Que dit le rapport des Nations Unies de 2025? Écoutez ça. Il dit ceci. L'intervention du Rwanda auprès de M23 ne vise pas à neutraliser les FDLR, mais à élargir l'aire d'influence du Rwanda dans le Kivu. Ça, c'est avant l'accord. Non, c'est sorti il y a 2 jours. Oui, mais ça ne tient pas compte. Ça ne tient pas non, parce que en fait, le rapport sort maintenant, mais les travaux des experts des Nations Unies... Dernière question dans cette émission pour clôturer cette émission. Elle est un peu fataliste, ma question. Pour faire partie de Mobutu, vous avez eu besoin des Rwandais? Non, pas les Congolais, ce sont les Rwandais et les Américains. Pardon? Ce n'est pas les Congolais qui avaient besoin d'eux. Je veux dire, pour faire partie de Mobutu, Kabila, père, avait eu besoin des Rwandais. Non, Kabila n'avait pas besoin d'eux, ce sont eux qui sont allés le chercher. Non, ce sont des faits attestés. Hein. Ce sont non, mais je vais dans le résultat. Dans le résultat. Non, s'il vous plaît. Non, dans le résultat. Non, mais dans le résultat, à un moment donné, une adresse vous sera présentée. Si j'analyse ça de manière simpliste, je dirais comme vous. Mais si j'analyse comme stratégiste, je vous dirais que c'est une opération de déstabilisation maquillée. Maintenant, si vous me posez la question de savoir si nous regrettons Mobutu, je pense que c'est une réponse qui revient aux Congolais. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de Congolais aujourd'hui, justement, qui regrettent le président Mobutu en raison de l'instabilité qui règne à l'Est. Et ça, c'est parce qu'à l'époque, c'était bien. C'est dramatique. Non, c'est ça la difficulté de tirer les conclusions. Non, mais c'est dramatique parce que si les 2 présidents, ou les 3 même, puisque Kabila père, Kabila fils et Félix, et le président Félix Tshisekedi, si ils n'ont pas réussi à faire mieux que Mobutu, c'est dramatique. Exactement, là, je suis d'accord avec dramatique. Et là, nous sommes en train de parler du 2e plus grand pays de l'Afrique, un pays immensément riche, un pays qui, selon les rapports de l'ONU, peut nourrir 2 milliards d'êtres humains, mais qui continue aujourd'hui d'importer de la nourriture. C'est scandaleux. Très scandaleux. Je suis d'accord. Nous sommes d'accord. C'est scandaleux, c'est malheureux pour nous autres Africains. Parce que le Congo pourrait s'autosuffire et aussi tous nous sortir de la misère dans laquelle nous sommes dans la région. Mais vous n'avez pas besoin de tuer des Congolais pour ça. Personne ne tue les Congolais pour ça. Les Congolais sont massacrés quand même. Oui, mais non, je dis que ça ne vient pas de l'extérieur. En fait, c'est une guerre interne, malheureusement. Vous savez, il y a plus de 200 groupes armés. Est-ce que ça, vous le reconnaissez au moins? Non, il y en a 110. Maître Richard Gisagara, je rappelle que vous êtes avocat en France et au Rwanda. Grand soutien, on l'a vu. Êtes-vous du président rwandais Paul Kagame et du pouvoir rwandais? En tout cas, espérons que les rapports entre vous, la RDC et le Rwanda deviennent pacifiques, en tout cas soient pacifiés. Et que ensemble, vous vous atteliez à co-construire un développement durable et régional. En tout cas, Patrick Mbeko, merci d'avoir participé à cet échange. Vous vouliez dire quelque chose, Maître? Oui, juste pour conclure, pour vous dire, effectivement, j'espère en tout cas qu'il y aura la paix entre le Congo et le Rwanda. Parce que le Rwanda, et surtout d'abord la stabilité au Congo, puisque le Rwanda a fait beaucoup d'investissements, il ne peut pas
se satisfaire d'avoir un voisin qui est déstabilisé. Parce que la déstabilisation du Congo ne fait pas les affaires du Rwanda, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Et nous ne pouvons pas terminer cette émission sans une pensée pour ces milliers de vos compatriotes qui sont massacrés, qui ont été massacrés et qui ont dû fuir leur pays, qui sont aujourd'hui dans des pays de la sous-région. Il faut que ça cesse et que les Congolais puissent regagner leur maison, leur pays, et qu'ensemble, dans la paix, vous puissiez construire, comme nous l'avons dit, un développement sous-régional durable. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain, auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, un livre à polémique aussi. Hein, un livre. Non, je ne fais pas de livre polémique, je préfère de la scientificité. Accusateur, c'est pas faux. C'est pas faux. Il y a effectivement des faits scientifiques dans ce livre, mais le titre ne va pas faire plaisir à Maître Guy Sagara. Rwanda, malheur aux vaincus 94-2024, 30 ans de crimes, de manipulation et d'injustice couverts par l'Occident. Sauf que vous n'avez pas nommé le criminel. C'est suffisant déjà. Je me suis limité au criminel africain. Merci Patrick Mbeko. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal. Votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour a été consacré au récent accord qui vient d'être signé entre la RDC et le Rwanda. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal. Merci à vous.